Je m'appelle Chantal Carnian, blogueuse, globe-trotteur et passionnée de maison. J'ai vécu aux États-Unis, en France et en Nouvelle-Calédonie. Je viens de me poser dans une grosse mini-maison en plein cœur de la forêt. Et moi, je suis Ludovic Champagne, fils de Chantal. Je suis poète et j'habite dans un duplex avec ma blonde Frédéric et mon chien, un étage au-dessus de mes grands-parents. Ensemble, on va se faire inviter chez des gens pas ordinaires. On va franchir leurs portes pour parler de notre attachement à nos maisons. On a déménagé souvent, c'est vrai, mais chaque maison nous révèle quelque chose sur nous. Pour être franc, je pense que ce sont les maisons qui finissent par nous habiter. Nous sommes à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est une petite municipalité nichée entre Shawinigan et Trois-Rivières. On est au milieu de nulle part, au beau milieu de la forêt, loin du village. C'est ici que se trouve la maison des Dion-Maillot. J'ai connu Frédéric Dion au début des années 90, alors qu'il se lançait dans ses premières expéditions. Au fil de ses exploits, Frédéric Dion a fait bien plus que s'amuser. Il a forgé une philosophie de vie avec sa douce moitié Caroline. Il est devenu un conférencier inspirant qui partage ses expériences. Il y a de quoi nous inspirer. J'ai hâte de faire connaissance avec ce gars-là qui, fidèle à son image, a lui-même construit sa maison en bois rond. Je vais à mon tour devenir explorateur pour mieux comprendre les motivations d'un gars pas ordinaire. Mon défi, trouver les mots pour décrire la grandeur de ses exploits. Un poème extra large, comme ses horizons. Bienvenue dans la maison des aventures impossibles. Bienvenue chez les Dion-Maillot. Hey, bonjour Frédéric Dion, comment ça va? Bonjour, bienvenue chez nous. Ben oui, puis t'as un nouveau compagnon? Ben oui, donc je vous présente Quincy, la merveilleuse. Me voici les deux pieds plantés tout au bout de la montée Comtois, en pleine forêt, au bord de randes patates en friche, à un jet de pierre de la rivière Saint-Maurice, où Caroline et Frédéric nichent à même leur terrain nommé Quiétude. À l'ombre des pins de leurs jeunes filles éclairées, le couple se repose d'ascensions anciennes. Qu'il s'agisse du pic acéré d'un doctorat en psychologie ou des défis aplatis aveuglants de l'Antarctique hostile, des plaines du Yukon grouillantes de grizzlies au ventre vide. La famille, autrefois rassemblée dans le cabanon avoisinant la maison, est aujourd'hui réunie dans une clairière taillée à la main où trône la maison en bois rond faite du corps des géants pins blancs. Il faut s'imaginer qu'ici, il y a plus de 15 ans, ce n'était que des arbres. Il y avait comme une petite clairière, c'était pas organisé comme ça. Nous, on a acheté le terrain, puis on a commencé à couper quelques arbres, arracher des souches, faire de la place, puis imaginer où est-ce qu'on mettrait la maison de nos rêves. Après ça, on a regardé les arbres. Bon, il y en a qui étaient quand même très, très droits, comme celui qui est dans le coin, dans le pignon en haut. Je m'étais dit, si un jour je me bâtis en bois rond, toi, tu vas avoir une place vraiment privilégiée. Puis, bien, il est là. Est-ce que, justement, c'est un accident qui vous a amené sur cette route-ci? Parce que vraiment, c'est une route peu fréquentée, là, on va se le dire. Je me souviens juste qu'il y avait une mini pancarte à vendre. Puis, je suis parti avec la pancarte. C'était un bon truc. puis après ça, on a parlé au propriétaire qui, en fait, connaissait, son fils connaissait ma conjointe. Puis rapidement, c'est devenu comme un rêve. Puis on lui a donné un nom, en fait. On a appelé le terrain Quiétude. Parce que quand on venait ici, c'était vraiment, on a l'impression d'être hors du monde. Donc, chacun des arbres qui étaient abattus, est-ce que l'abattage s'est fait en une seule saison? Comment ça s'est passé? On a fait venir tous nos amis et puis on s'est rendu compte, je savais pas à quel point j'avais des amis qui avaient 2 chainsaws. Non, mais c'est vrai, tu sais, les gens disaient « Ah, je vais y aller, j'ai 2 chainsaws ». C'était comme un... Bon, je sais pas. Fait qu'on s'est retrouvés 20 personnes à couper des arbres un peu partout sur le terrain. Par chance, personne ne s'est blessé. Puis en l'espace de 3-4 jours, on avait coupé à peu près tous les arbres que ça prenait pour la maison. C'est combien d'arbres? 110 arbres. Ah oui. Mais 110 arbres, est-ce qu'à un moment donné, il y a comme un petit pincement au cœur qui dit « aïe, aïe, aïe » ou si au contraire, c'est une étape de transformation importante? Bien, moi, je vois mon terrain comme un peu un jardin. Je sais qu'un arbre, entre autres un pin blanc, s'il n'y a pas le tiers des branches, le tiers de l'arbre qui est en branche, il est condamné, il va mourir. Donc, je cultive mon terrain. Je choisis celles que je veux garder, ceux que je veux couper. J'ai choisi des arbres qui étaient extraordinaires, qui étaient beaux, puis je les ai gardés.
Puis dans 100 ans, dans 200 ans, bien, il y a des gens qui vont dire « Ah, il est énorme! » Bien, l'arbre, en fait, il est déjà énorme. Puis il y a d'autres que j'ai décidé de faire de la place puis de laisser pousser des érables qu'il y avait en dessous. Donc, c'est vraiment... Je m'amuse à être un peu ingénieur forestier. Aussi dénommés Pinus strobus, selon la voix suave de la science, leur tronc ondule calmement et comme de longues tiges, ils s'étirent de la forêt jusqu'à la maison pépinière. Deuxième vie donnée à ces cimes à leur crinière, le tapis orange des aiguilles tombées se soulève à jouer aux chiens et à la souris entre les arbres. La lisier du mont Carmel révèle des traces de pattes, la courbe silencieuse des racines, des têtes de champignons. Loin de la ville, près du cœur, les yeux s'apaisent à l'approche d'une maison littéralement sortie du bois. C'est poutre et poteaux. Donc, le poids du toit se tient sur des poteaux, tous les poteaux verticaux qu'on voit. Les murs sont en bois rond, mais c'est vraiment la dernière poutre qui tient tout le toit. Et ça veut dire que tu devais sans doute numéroter, sans doute choisir avec soin chacun des arbres qui allaient se retrouver là, chacun des troncs? Oui, chaque arbre avait un nom, un numéro. Puis, en fait, sur chaque bio, maintenant, je peux dire qu'il y a un peu de sueur, il y a un peu de pleurs, puis un peu de sang. C'est d'ouvrage, puis c'est un gros défi, un gros rêve. Puis la pierre, qui est l'assise en pierre, ça, c'est des pierres qui étaient d'ici? Oui, c'est des pierres de Mont-Carmel, mais il y a aussi beaucoup, en fait, les plus belles pierres viennent du bord du fleuve, de Deschaillons. Ma conjointe vient de Deschaillons, son père a un terrain sur le bord du fleuve, et donc on est allé chercher une bonne partie des roches là. OK. Puis à l'intérieur aussi, on va le dire, il y a différents aspects qui sont intéressants. Bon, d'ailleurs, le foyer qui est super beau, mais aussi la rampe d'escalier. Elle a une histoire, cette rampe-là. C'est une rampe de chêne. Mais là, tous les Et gens pas disent... l'arbre. C'est une rampe de chêne, mais elle pèse 400 livres. Ouais. Une chaîne de drave qu'on a prise sur la rivière Matawan. Moi, j'étais guide de rivière sur la Matawan. J'ai découvert cette chaîne-là qui traînait au fond. Puis on est allé la récupérer. Donc, on a amené une scie à faire. Puis pendant 1 heure, on a scié les 2 immenses maillons pour arriver à libérer la chaîne. On l'a ramené. C'était un bon contrat. « 110 arbres abattus, 2 chainsaws, un groupe d'amis et 4-5 jours. L'entraide à la chaîne, l'époque des feux de camp semble lointaine. L'histoire de ce havre tranquille nous rappelle que la vie de tous les jours se divise en gestes simples qui s'arriment bout à bout. Chaque poteau, poutre, porteuse porte son propre nom, possède son numéro, contient l'écorce des souvenirs, la saveur du sang, de la sueur, un rêve en direction de la forêt. Un arbre est un arbre est un arbre, de la même manière qu'une maison est une maison qui brave le temps, les saisons. Celle-ci, dite scandinave, s'emboîte à la main. Son squelette provient des fruits gigantesques du jardin sylvicole, cueillis par Fred qui les extirpe d'un sommeil grandissant. L'œuvre du temps érigée à même le sol rencontre l'esprit ingénieux. Improvisation collective mélange des éléments. Ce travailleur forestier ne compte plus les heures passées en compagnie de la faune, des arbres et des vivaces. Sous le canopé, toutes les secondes s'écoulent lentement comme la sève quand on se charge d'employer les rondins à l'endroit. Par ricochet, on se remet les idées à la bonne place. Ça ne m'étonne pas que tu aies choisi une maison en bois rond parce que c'est comme de la survivance. C'est comme de se dire, je fais tout moi-même. Caroline a embarqué aussi dans ton projet. Vous avez fait pas mal de camping, je pense, sur votre propre terrain. Comment ça se passait? Mais juste pour aller vers ce que tu dis, là, je me suis rendu compte que toutes les décisions que je prends dans la vie sont stimulées par un questionnement. Est-ce que ce projet-là va m'emmener plus ou moins de liberté? Et si la réponse, c'est va t'emmener plus de liberté, dans le cas de la maison, c'est la construction, c'est la liberté de faire le modèle que tu as inventé, de la façon que tu l'as inventé, ben c'est le choix que je fais à chaque fois. Donc, de pouvoir faire ça, pour moi, c'est comme un peu d'être créatif, puis d'explorer cette liberté-là, de construire comme l'enfant que j'étais, qui se promenait dans le bois, qui faisait des cabanes. Cette maison-là, c'est l'expression de l'enfant en nous
mais avec les moyens de l'adulte en nous. Maintenant, pour construire ça, il fallait qu'on vende notre autre maison. Hein, ça nous a permis d'avoir les fonds. Puis après ça, bien, on a déménagé sur le terrain pour être près de notre construction, mais tout ce qu'on avait pour habiter, bien, c'était ce qui est maintenant rendu notre cabanon. Donc, une mini cabane de 12 par 20 où est-ce qu'à ce moment-là, on avait un enfant naissant. C'était très, très petit. On avait tout mis là-dedans. Donc, en même temps, on bâtissait la maison. Ma conjointe finissait son doctorat. On avait un enfant naissant. Puis tout ça se passait dans cette cabane-là. Moi, je disais, ça va être les plus beaux mois de ta vie. Puis, elle disait, pas sûr! Avec du recul, moi, je dis, ça a été nos plus beaux mois. Puis elle a dit, ben non! C'était trop petit. La flèche de l'objectif traverse toutes les étapes. Elle nous donne l'heure juste, l'ici, le maintenant à l'aventure sur les planches du bateau, un salto arrière, suivi d'un saut dans le filet fait pour tomber sans se faire mal, se relever. Afin d'affronter les contre-coups de la pandémie, Fred s'est taillé un défi à sa taille, un test de caractère en transformant l'un des pins blancs en sommet népalais. Il en a fait son Everest arborescent qui, 140 fois monté, 140 fois redescendu, correspond aux 9000 mètres du Jomolangma. Fred Dion, aventurier de l'antidoute, m'échafaude son plan, me révèle par surprise qu'il me faut franchir ma peur des hauteurs. Pendant la COVID, tes conférences, tes activités sont tombées à plat un peu. Fait que tu t'es retrouvé au pied de cet arbre-là à devoir un peu réinventer ta manière de bouger puis de faire ce que tu fais. Moi, je fais partie de ceux qui ont de la facilité à s'adapter. Oui, il y avait moins de conférences. Il y a eu des web-conférences. Mais tu sais, au niveau des exploits, des aventures, de l'entraînement, tout a changé. Donc, c'est là que j'ai imaginé qu'avec un groupe d'amis, on pourrait peut-être gravir l'équivalent d'Everest, chacun à notre façon. Donc, moi, ça a été d'un arbre. On avait chacun nos disciplines. Il y en avait un en vélo, il y en avait un sur des marches, l'autre sur une échelle. Donc, cette journée-là, j'ai fait 140 fois l'ascension de cet arbre-là. Ça donnait 2000 quelque chose mètres. Mais évidemment, j'avais une corde pour éviter de se faire mal. Puis ça me permettait juste d'exploiter ce qui était accessible. Il n'y a pas de petits défis. Non. Dans ce cas-là, c'est un petit arbre, mais en cumulant jour après, heure après heure, dans mon cas, on peut cumuler une distance qui peut être phénoménale, en fait. Heureusement, même si mon torse tambourine, je n'ai qu'à le gravir une seule fois. En rassemblant tout ce qui cogne en dedans de moi, j'entre dans le harnais et mon ventre pulse comme une pomme de pin. Une proie au tapis, l'envie d'abandonner me guette de près. Ma poitrine prend une pause en réalisant que je suis serré comme un saucisson, assuré par nul autre que Fred Dion, mon moniteur, me promet une vue imprenable après la lutte, le doute. La montée d'escalade, les prises me ramènent à ma respiration. J'inspire la vue, les alentours, une fois rendu à la cime, la tête hors de la forêt, aux prises avec moi-même, rassuré par une corde et quelques branches, c'est tout ce qui me tient. Une fois rendu le plus haut que je peux, j'ouvre les valves, prends un coup d'air. La pression sort par les soupapes. La faim, l'inconfort, l'émotion s'effacent à la découverte du pire. Le douloureux s'amoindrit, les mains finissent par être moins collantes. La survie possède une odeur de résine qui sent la quiétude, l'habitude à l'abri des arbres. Danaël, ton papa m'a fait cadeau de ceci. Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'appelle d'abord, ce symbole? Ça s'appelle l'antidote. Puis, tu vois tous les bords ici? C'est chaque étape à franchir avant d'avoir la réussite. De plus en plus qu'on avance, on a plus de bonheur. Puis à la fin, la flèche est pour indiquer qu'on a réussi. Comme ça, j'en ai un collé sur mon cartable. Puis à chaque fois que je l'ouvre, souvent j'y pense. Puis mes amis m'ont même déjà demandé plusieurs fois c'était quoi. Puis à chaque fois, je leur réponds avec bonheur. Oh, ça c'est bien, donc l'antidote. Fidèles à leur philosophie, Caroline et Frédéric enterrent un trésor caché sous le foyer. La maison repose sur un socle secret de pierres coulées dans le mortier. Repêché par Caroline sur le bord du fleuve et de la rivière Matawan,
Chaque roche donne sa forme à la cheminée, point de repère du Harfang des neiges. L'ensemble soudé nous rappelle le roulis du courant qui passe. L'instant et le présent s'assemblent comme les maillons d'une chaîne que l'on suit de la main. Les doigts guidés par la rampe des billots scindés en deux font office d'escalier. L'ascension nous entraîne au cœur du cambium de la maison. Pulsation vivante d'un quotidien qui bat. Le rythme des meubles des échelles des comptoirs se répercute sur les murs rebondis de cette cathédrale au plafond hissé haut. Bonjour, Caroline Mayotte qui vient de se joindre à nous. Merci de me recevoir chez toi comme ça. Bien, bonjour, ça fait plaisir. C'est souvent Frédéric qui est à l'avant-plan, mais je sais que vous travaillez beaucoup ensemble. C'est un team, comme on dit en anglais. Oui, bien lui, il est beaucoup plus extraverti, moi plus introverti, fait que c'est pour... je me tiens habituellement plus loin des caméras, là. Il a tout vu pratiquement tout mon bac, le doctorat en psychologie. Il a tout suivi l'information que j'ai appris parce qu'on partage beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est pas sans teindre son travail aussi. Puis surtout qu'il y a une partie psychologique à l'aventure aussi qu'il a pu développer en amalgamant de la théorie scientifique avec ce qu'il fait. Et vous avez été, dès le départ, beaucoup dans la pratique, déjà en vous établissant ici sur un terrain qui n'était pas défriché, ensuite en commençant cette aventure, en ayant un bébé dans la remise. On va appeler ça comme ça. Hein? C'est un premier enfant qui était quoi, moins d'1 an? 3 mois. En fait, quand on est arrivé ici, Adélie avait 3 mois. Donc, on vivait dans la bâtisse là, qui était un 12 par 20 pieds. C'est ça. Elle avait un petit parc en guise de bassinette le temps qu'on était là. Et puis, c'est ça. Ça a été toute une aventure. Mais j'ai quand même négocié pour l'eau chaude parce qu'au début, il ne voulait pas. Avec un bébé de 3 mois, je voulais avoir de l'eau chaude. De juin en novembre, on était vraiment dans la petite remise, si on veut. Okay. Puis on est déménagé in extremis parce que l'eau est en train de geler là-bas. Fait qu'on est déménagé in extremis dans la maison qui était complètement pas finie, plein de poussière. Puis je me dis que c'est peut-être un peu grâce à ça que mes enfants n'ont pas d'allergie puis n'ont pas d'asthme parce qu'ils ont été exposés très tôt. Autour de la table ronde, tout part d'une carte. Les plans s'ébauchent, on sème des idées. L'amour des maps mondes change les mauvais tours en bons coups. L'ouragan se réfléchit mieux à deux. On s'arme de temps, rien n'arrête la survie, pas même le courant. Contre vents et marées, Caroline et Frédéric s'échangent les rôles. Du pagaie, je guide le gouvernail et vice-versa. Valse des amoureux à la conquête de l'aventure, relais du flambeau de l'antidote à leurs 2 filles, elle-même brave aventurière à la poupe du navire familial. Là, je le disais, c'est une pièce ici qui est importante. Les enfants se retrouvent pour créer, pour faire des dessins, pour lire. Mais aussi, c'est sans doute ici qu'il y a des idées qui arrivent et qui se discutent chaudement. Parce que j'imagine qu'une expédition, quand elle est soumise par Frédéric Dion, ça passe le test, oui ou non? Comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend. Pour l'Antarctique, j'ai touché du bout des lèvres que je pourrais faire l'Antarctique. Puis c'est elle qui a dit, moi, je pense que tu devrais faire ça. Oui, c'est vrai. En fait, il parlait encore de retourner puis de rester au Québec. Puis, je trouvais pas que c'était une bonne idée. Je pensais qu'il devait aller plus loin puis de faire quelque chose de plus gros. Puis là, il a abordé l'Antarctique. Puis je me suis dit, oui, c'est ça que... Parce que c'est bizarre, mais je pense sincèrement que quand on parle d'aller dans le nord du Québec, j'ai comme l'impression qu'on sait tout un peu c'est où, c'est l'arrière-pays. On a tout un peu, si on voulait vraiment, on pourrait y aller. Mais sincèrement, l'Antarctique, c'est pas tout le monde qui rêve de ça, moi la première. Puis de se l'imaginer, c'est beaucoup plus difficile que le Québec, je crois. Et puis ça venait chercher d'autres imaginaires. Avant de partir, il y a toutes des étapes, il y a quand même des moments où on a des discussions franches. Est-ce que ce sont des choses, la mort qui peut guetter, parce qu'on le voit dans les films, il y a des moments où on sent qu'il y a comme un... je peux pas dire qu'il n'y a pas de réflexion par rapport à ça.
Honnêtement, peut-être que mes réflexions sont un peu différentes, je pense, du reste du monde. Dans ce sens que si on reprend l'Antarctique, moi, ma grosse peur là, dans l'Antarctique, c'était les avions. J'avais peur du vol d'avion. Pourtant, je prends l'avion. Je n'ai personnellement pas peur de prendre l'avion. C'est l'endroit où, dans l'aventure où j'avais aucun contrôle sur ma prise de risque. Parce que tout ce qui est prise de risque, quand on parle d'un projet, quand j'élabore un projet, on aborde ça. Qu'est-ce qui se passe si ça? Qu'est-ce qui se passe si ça? Puis en fait, pour les scénarios catastrophes, Caro, elle est excellente. Je veux dire. Oui, mais je travaille avec ça tous les jours. J'en ai, moi aussi. Donc là, ma job, c'est de répondre aux scénarios catastrophes puis d'arriver avec des solutions à tout. Mais ça ne veut pas dire que si je dis que j'ai eu peur de mourir, que j'étais réellement en danger de mort. Hein? Mais si je raconte émotionnellement plutôt que logiquement mon aventure, on peut imaginer plein de choses, mais logiquement, les fois où ma vie a été en danger, il n'y en a pas eu tant. Un canyon, une chute, un rapide infranchissable peuvent être des pièges mortels cachés dans n'importe quel détour. Ayant le plus d'expérience en rivière, je suis devant en éclaireur. J'indique aux gars où passer et quand arrêter. À un moment, il y a un gros rapide caché dans une courbe. Je peux arrêter de justesse, mais Dan et Jack n'ont pas réussi à faire le stop. Je cours à leur poursuite, mais ils disparaissent dans le virage. Je me dépêche pour voir la suite et je découvre une série de vagues immenses capables de broyer n'importe quel radeau. J'essaie de comparer ça à quand on prend la voiture. Tout le monde prend la voiture sans se poser la question « Est-ce que je vais mourir cette fois? » Mais on est habitué à ça. On a des habiletés, on connaît les règles, on fait attention à notre voiture, on l'entretient, mais c'est exactement la même chose pour mes aventures. C'est juste que ça sort de l'ordinaire. Oui. Si on parle de grizzly, on imagine quelque chose de différent que si on parle de voiture. Hein? Et pourtant, il y a des gens qui meurent à tous les jours sur les routes. Pour les aventures, c'est arrivé plein de fois où est-ce que j'ai présenté des projets à Caro, puis qu'elle a dit « Non! » Parce qu'il y a des... On passe son veto en famille ou c'est simplement une histoire entre vous deux? Comment ça se passe? Bien, ça dépend. À un moment donné, c'était la réponse, c'était... tu sais, avant l'Antarctique, c'était les enfants sont trop jeunes, je me sens pas... j'ai pas le goût. Après ça, les autres choses, ben c'est sûr que là, il y a eu le gros projet aussi de faire les centres de chaque continent. Bon, ben ça, c'est plus gros, il faut le planifier dans le temps, tout ça, mais ça, en l'ayant accepté, je veux dire, étant cohérente, il faut le planifier puis regarder où ça s'en va. Des fois, je me dis, j'ai dit oui vite à ça, finalement. Mais après ça, ben OK, là, les filles sont grandes. Je veux dire, tout marche de façon autonome. Je le sais qu'il est heureux quand il fait ça. Mais il le dit lui-même, j'ai d'excellentes mauvaises idées. Ah, tout à fait. Mais à travers l'idée d'atteindre le centre de chaque continent de façon sportive, il y a un tour du monde pour moi en aventure, mais il y a aussi un tour du monde en famille. Ouais. Tu sais, les filles sont venues me rejoindre en Amérique du Sud, on a fêté Noël ensemble, ils ont visité ce que moi j'ai traversé en vélo, le Salar de Uyuni, entre autres. Donc, il y a moyen de joindre ça. Puis, quand on me propose des projets, des conférences, des aventures, ben on s'assoit, puis ben il y a ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut travailler ça ensemble? Est-ce que vous me laissez partir? Oui, parce que la dernière, les filles et moi, on s'est greffé quand même un beau voyage au Pérou pendant que lui traversait. Puis on a fait une petite escale en Bolivie pour qu'on puisse passer Noël ensemble. Fait qu'il y avait quelque chose de vraiment chouette là-dedans où tout le monde avait son compte, je pense. Ouais. C'est des belles occasions d'être en famille, de se retrouver en cocon, loin de nos routines, loin de nos amis, loin de... Donc, on passe du beau temps ensemble. C'est pas toujours facile, je veux dire. Mais c'est drôle, quand on revient, ce qu'on se souvient, c'est tous les beaux souvenirs. C'est où ça, papa, maman? Puis c'est parti à la Jules Verne, voyage au centre de la Terre jusqu'au point central de chaque continent. Travailler ensemble, refaire le tour du monde, déjouer les routines, la sagesse des têtes adultes côtoie l'esprit joueur des gamines. Leur imaginaire nourrit l'échange, infuse au scénario catastrophe un peu de poésie. La curiosité sans détresse pose des balises comme un phare dans le noir.
La mécanique des risques vue à travers le regard d'enfant s'activant à envisager les passages secrets, les possibles refuges, les endroits où passer une nuit. L'espace d'un instant, la table arrondie se transforme en canyon profond. La surface plane emprunte le dénivelé des plus grands monts. On s'imagine monter, chuter, sauter par-dessus les crevasses, tout ça dans le confort du salon, sans menace. Entouré par nos semblables, notre équipage, la vie en famille ressemble au plus beau des voyages. C'est la fin de notre visite chez les Dion-Mayotte. Et on voulait, Ludovic et moi, vous remercier. Mais c'est moi qui ai travaillé fort. J'ai cuisiné un gâteau. C'est un gâteau courgette chocolat qui est délicieux. On l'a testé maintes et maintes fois. Et pourquoi un gâteau? Bon, ben parce que c'est quelque chose qui est simple à faire, puis c'est pas des grands cadeaux. Oui. Et surtout, c'est parce qu'à certains moments, je voyais Frédéric qui avait l'air d'être affamé. Puis qui aurait probablement aimé avoir le gâteau d'une maman. Alors voilà. Je vous offre ce gâteau. Merci beaucoup. Merci. Et merci encore pour votre accueil, puis votre ouverture d'esprit, de nous avoir dit plein de choses importantes, puis vraiment qui vont inspirer les gens. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.